On parle de ces nouveaux risques cyber que posent les robots. On en parle avec Thierry Berthier qui est connecté avec nous, maître de conférences en mathématiques. Il enseigne le machine learning à l'université dans un département informatique, également conseil scientifique dans plusieurs startups de robotique terrestre et aérienne. Bonjour Thierry, on a parlé ensemble de l'imminence de l'arrivée de ces humanoïdes, voilà, et du fait qu'il faut vraiment qu'on accélère dans ce domaine, nous, au niveau européen. On va ensemble s'intéresser quand même aux défis cyber que ça pose. Et on va en parler avec Adrien Merveille. Merci beaucoup, Adrien, d'être en studio avec moi. Directeur technique France chez Checkpoint, est à la tête d'une vingtaine d'experts dédiés à l'accélération des projets cyber de plusieurs organisations. Alors, je voulais déjà poser une question peut-être à Thierry, mais Adrien aussi pouvait réagir, hein, sur on en est où aujourd'hui de l'état de l'art en matière de robotique autonome dans le domaine civil, mais aussi militaire. Alors, c'est un domaine qui est très dynamique, avec une double attractivité à la fois civile et militaire. La guerre aux portes de l'Europe, évidemment, entraîne le domaine, que ce soit sur les drones aériens, les robots terrestres. Il y a beaucoup de développement en boucle très courte. Et donc, c'est un domaine qui va très vite, avec de l'innovation toutes les semaines, quasiment. L'unité d'innovation, c'est la semaine aujourd'hui. Ah oui. Et donc, les choses évoluent très vite. Et avec l'emploi des robots, toutes les questions et les défis collatéraux qui interviennent. Bah, peut-être un exemple, puisque c'est une nouveauté toutes les semaines. La dernière semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez vu d'intéressant? Ce sont des choses, si on veut parler des choses françaises, il y a une société française qui a présenté son drone pas plus tard qu'il y a 48 heures, un drone intercepteur qui va être utilisé dans la lutte anti-drone, Ok. notamment en Ukraine, pour intercepter les drones Shahid russes. Et donc, il s'agit d'un drone français, 100%, qui va très vite, qui vole à 700 km/h, qui est un drone intercepteur et qui est muni d'un micro-réacteur. C'est comme un réacteur de Rafale, mais en miniaturisé. Et donc, voilà, ça, c'est une vraie innovation. Il n'y en a que deux dans le monde qui existent. Un aux États-Unis, développé par Anduril Industries, et puis un en France, développé par deux sociétés françaises. Bon, bah, ça veut dire qu'on peut être fier quand même de notre niveau technologique, Exactement, sur exactement. en Parce tout cas que sur ce c'est point-là. tout à Il fait. est complètement autonome? Alors, il est à 700 km/h en vitesse max. Il vaut mieux qu'il ait de l'autonomie parce qu'un opérateur humain ne peut pas le piloter à 700. Il peut le piloter jusqu'à 300-400 km/h. Mais dès que les vitesses dépassent ce seuil-là, il faut avoir un autopilote pour pouvoir le guider par exemple, jusqu'au drone hostile qui va aller intercepter. D'accord, donc il y a Donc, de c'est un l'humain, mélange, en fait. il y a de l'humain au lancement et à l'atterrissage? C'est ça. Et après, sur le guidage terminal, il faut du logiciel, il faut du computer vision, il faut de l'optique, il faut des capteurs, des senseurs. C'est un système complet, en fait, hein. Adrien, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui en matière de, robotique dans l'industrie? Est-ce qu'il y a vraiment, une utilisation qu'on peut dire aujourd'hui massive des robots de plus en plus autonomes? Alors, c'est un sujet pour lequel je travaille pas spécialement. Nous, ce qu'on voit, c'est principalement les sujets autour de l'intelligence artificielle. Et j'imagine que quand on a un drone qui va à cette vitesse-là, mécaniquement, il va y avoir, si c'est L'intelligence pas déjà le logicielle, cas, oui, oui, oui. il va y avoir des moteurs d'intelligence artificielle qui viennent euh, optimiser peut-être le pilotage ou le succès dans ce cas-là, l'interception de certains drones. Et donc, si on vient à connecter certains systèmes à des outils d'IA et qui viennent se connecter à des réseaux, eh bien pour nous, ça représente un vecteur d'attaque. C'est, je pense, une révolution qu'on est en train de vivre, mais ce n'est pas la première et c'est loin d'être catastrophique, si je puis dire. On l'a vécu avec l'IoT, l'usine 4.0. Là aussi, on a des équipements d'usines qui historiquement étaient pilotés localement et indépendants, qui viennent se connecter à un réseau et donc qui viennent, pour un hacker, être une nouvelle cible et du coup une nouvelle surface d'attaque de l'entreprise. C'est le cas donc avec les usines, c'est le cas avec la domotique chez nous. Je pense qu'on est tous concernés par des outils. On parle de robots ici. Nos équipes de chercheurs ont découvert il y a quelques années une vulnérabilité sur un aspirateur domestique autonome qui permettait en fait simplement d'accéder à la caméra et de piloter l'aspirateur pour observer avec la caméra ce qui se passe. Donc dans un milieu domestique,
ça apporte un certain niveau de risque qui est peut-être modéré, mais à l'échelle d'un individu, ça permet de peut-être fiabiliser des campagnes de phishing en maximisant le nombre d'informations qu'on peut récupérer sur la personne. Mais à l'échelle d'une entreprise, il y a peut-être des brevets en danger, des projets industriels qui vont être copiés avant leur sortie officielle. Voilà. Donc il y a d'autres enjeux qui viennent, mais encore une fois, c'est un vecteur d'attaque. Chaque innovation vient avec son vecteur d'attaque. Oui, mais peut-être plus ou moins parce que vous faites référence à l'IoT, à l'Internet des objets connectés. Il a fallu attendre longtemps avant de prendre la décision, notamment au niveau européen, de sécuriser tous ces objets par défaut. On en est où avec l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on est en train de faire la même erreur? C'est-à-dire se dire, bah, finalement, on lance, on utilise, et puis on verra après pour la sécurité? Alors, quand on parle de sécurité de l'intelligence artificielle, il y a vraiment deux aspects. Il y a maîtriser un petit peu ce que nos employés font avec l'intelligence artificielle. Donc, c'est monsieur et madame tout le monde qui utilisent ChatGPT dans le cadre de son métier. Et parfois, quand on fait ça, on va mettre dans ces outils-là des données qui sont propriétaires à l'entreprise et qui peuvent amener une fuite de données. Voilà. Donc là, on est vraiment à l'échelle individuelle avec des outils grand public. L'autre aspect, c'est je suis une entreprise et je vais mettre à disposition un service d'IA, soit pour mes clients, soit pour mes employés, peu importe. Et là, il y a du développement, en général basé sur certains outils grand public qui viennent avec leur lot de sécurité. Mais c'est comme quand vous achetez une messagerie chez Microsoft, est-ce que vous rajoutez un outil de sécurité en plus de la sécurité que fournit Microsoft? On imagine que c'est sécurisé, en fait. On imagine que c'est sécurisé. On peut toujours faire mieux. Ouais. Mais aujourd'hui, en fait, la petite subtilité, c'est que l'IA, en quelques mois, s'est transformée d'un buzzword à une réalité pour les entreprises. Donc, il y en a qui l'ont, comme dans toute innovation, il y en a qui l'anticipent et qui intègrent la sécurité dans le cycle de vie. Et puis, il y en a qui vont être plus en mode réactif en se disant « ça y est, c'est déjà chez moi, comment je réagis ?» Ouais. Alors, Thierry, cette robotique humanoïde que vous appelez de vos voeux, donc elle engage quand même à prendre au sérieux la question de la sécurité, à la fois la sécurité physique, mais aussi la cybersécurité. Quelles sont les nouvelles menaces que vous avez identifiées et sur lesquelles il faut être vraiment en alerte? Ouais, ce sont un peu les mêmes qui ont été évoqués tout à l'heure par Adrien pour l'aspirateur. Si vous remplacez l'aspirateur par le robot humanoïde, Ouais. bah, vous avez l'équivalent. Hein. Alors, tout le monde, les robots humanoïdes ne sont pas encore arrivés dans chaque maison française ou européenne, mais ils arrivent très vite, très, très rapidement. On aura chacun entre 1 et 2 robots par foyer. Et donc, Enfin, de la même façon, hein, d'ici à 2030, selon les prévisions les plus optimistes, hein. c'est ça, c'est ça. Après, nous, on n'est pas constructeur, hein, on n'a pas de constructeur en Europe, mais cette révolution-là, cette pénétration-là des robots se fait très rapidement en Asie, va se faire aussi rapidement sur le continent africain, pour plein de raisons. Et donc, quand ces robots seront déployés partout, au même titre que les aspirateurs, ils vont offrir des surfaces d'attaque, alors parfois simples, parfois compliquées. Il y a une course au prix aussi, donc les constructeurs vont être tenus de faire baisser les prix de revient et surtout, enfin, prix de développement, et surtout, souvent, ça se fait au détriment de la sécurité. Parce que sécuriser un système robotique, ça coûte de l'argent en plus, et donc vous augmentez le prix de vente, fatalement, et ce n'est pas du tout dans l'ordre des choses où on a une course à la décroissance du prix de vente. Donc, on peut supposer que la partie cybersécurité, ce sera celle sur laquelle les constructeurs feront des économies. Ah ouais, moi, je trouve ça dingue d'entendre ça aujourd'hui parce que on sait à quel point c'est un enjeu crucial, justement, de redonner de la confiance dans le numérique, dans les outils connectés. Mais quelle est la menace qui vous préoccupe le plus, Thierry, avec les robots? Alors, sur les robots, si on parle des robots humanoïdes, alors, ça dépend si on parle des robots humanoïdes ou alors des robots aéroterrestres qui sont déjà sur le champ de bataille, par exemple, aujourd'hui, où là, on peut imaginer que l'adversaire prenne le contrôle et retourne ces robots-là contre l'envoyeur. Donc ça, c'est déjà ce que, par exemple, les Russes ou les Ukrainiens essaient de faire, chacun avec les drones qui sont en train de capter de l'adversaire. Donc ça, c'est la réalité, c'est pas la science-fiction, hein, Ouais. qui se passe tous les jours. Sur le brouillage, pareil, sur la récupération, sur la rétro-ingénierie des robots, évidemment. Après, sur un domaine civil, c'est l'arrivée de tous ces robots dans les foyers. La menace, c'est que quand vous piratez un système informatique, évidemment, vous faites des dommages de niveau informationnel, de niveau cyber.
quand vous piratez un robot et puis vous en prenez le contrôle, si le robot fait 1,80 m et pèse, je ne sais pas, 70 kilos, ce robot-là, ça peut devenir une arme par destination. C'est-à-dire exactement comme avec un marteau. Voilà, utiliser un marteau, le charpentier utilise un marteau, mais si c'est quelqu'un de malveillant qui est au bout du marteau, il peut s'en servir pour attaquer, pour faire quoi que ce soit. Tout ce qu'on peut imaginer d'actions négatives ou violentes avec. Donc c'est ça le vrai risque. Hein. Ouais. Ou que le robot se mette à déclencher des choses, à ouvrir le gaz, on peut faire plein de choses avec un robot aujourd'hui. Hein. Alors, au-delà de juste choisir un robot qui pèse moins lourd que soi-même, pour se dire que s'il nous attaque, ça se passera pas trop mal pour nous, il y a d'autres solutions qu'on peut mettre en place, j'imagine, pour sécuriser ces systèmes robotisés, Adrien. Qu'est-ce qu'on a comme arme, nous aussi, pour se protéger? Je vais essayer d'être un peu plus optimiste, mais effectivement, j'ai réfléchi avant de venir à quels seraient les pires scénarios envisageables, et ça m'a fait penser à un film qui a une vingtaine d'années maintenant, qui s'appelait iRobot avec Will Smith, où il y avait une armée de robots ou des robots qui prenaient un petit peu leurs indépendances. Et c'est vrai que le pire scénario auquel j'ai pu penser, c'est on a une image de botnet aujourd'hui en informatique, qui sont des machines qui vont être prises, le contrôle va être pris par des hackers et qui vont attaquer en même temps. Donc, alors, si on ça fait peut le être parallèle, aux quatre coins de la planète. Exactement. Mais si on fait le parallèle avec des robots physiques, on pourrait voir se profiler un gang. Une sorte d'armée de Bon. robots. Ouais. Il se trouve que... C'est ça que vous appelez être optimiste, hein? Non, alors ça c'est le pire. Okay. Mais effectivement, si on fait un parallèle avec la masse physique près, on pourrait faire exactement la même chose avec des smartphones, sans les contrôler physiquement, mais on pourrait contrôler des armées de bots de smartphones. Et aujourd'hui, on n'en voit pas spécialement de ce type-là. Donc, il existe effectivement des protections, des mécanismes de sécurité. On parle de zéro trust beaucoup en cybersécurité. Alors, c'est une question que je vais vous poser. Est-ce que le zéro trust est applicable à la robotique autonome? Alors, bien sûr, parce que... il y a l'IA dans la robotique, plutôt. Okay. Quand vous avez un moteur d'IA, vous allez lui donner des accès. En entreprise, quand on développe de l'IA, on le voit comme un collaborateur numérique. On parle d'agent IA, c'est exactement ça. Donc, cet agent va avoir des droits, des responsabilités. Dans un robot, alors je ne suis pas expert sur le développement de robots, mais j'imagine que l'entité qui va faire parler le robot va être complètement différente de l'entité qui va peut-être piloter le muscle. Forcément, il va y avoir des liens entre les deux. Mais en tout cas, certaines commandes vont être actionnables en fonction de certaines instructions. Et je pense qu'il faut vraiment segmenter quelles sont... Un peu comme dans la voiture autonome, finalement. Exactement, mais on parlait du risque des robots. La voiture autonome, c'est exactement le même sujet. On pourrait avoir une voiture bélier prise par quelqu'un qui n'est pas dans la voiture. On va aussi vers des avions, je pense, qui seront pilotés sans pilote. Alors, pas dans les années qui viennent immédiatement, mais aujourd'hui, on sait très bien le faire avec des drones. On le fait avec des métros dans Paris. Pourquoi on ne le ferait pas avec des avions de ligne? Donc, la question se pose généralement. Le zéro trust, l'idée, ce serait vraiment d'isoler en fait les différents systèmes. Exactement. Qui pilotent ces machines autonomes. Et pour vous donner un petit parallèle avec l'IA générative, aujourd'hui, quand on sécurise un LLM, lorsqu'on fournit ce LLM, il y a des données qui sont spécifiques à l'entraînement. Il y a des données qui vont être alimentées par des utilisateurs, qui vont être des données qui peuvent ou pas influencer les données d'entraînement. Mais en tout cas, jamais un utilisateur externe ne doit pouvoir changer ou altérer la donnée qui sert à l'entraînement de l'IA, parce que c'est la richesse du moteur. Et donc là, typiquement, on parle d'accès, de droits et de responsabilités. Il doit y avoir une barrière franche. J'imagine qu'en robotique, quand on interagit avec le robot, quand le fournisseur envoie des commandes, il doit y avoir des garde-fous, et on peut faire un parallèle avec le modèle Zero Trust. D'accord. Thierry, une réaction là-dessus? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Oui. C'est le même principe. Ce que je peux ajouter, c'est qu'on va devoir, les constructeurs commencent à penser à développer des SIEM embarqués. Donc le SIEM, c'est un système qui va qui va superviser, par exemple, un système d'information, le système informatique d'une entreprise. Donc là, on a des SIEM qui sont depuis longtemps qu'on sait faire pour les systèmes qui sont fixes, qui sont statiques. Pour les robots ou pour les satellites ou pour les avions, on va vers du SIEM embarqué, c'est-à-dire dopé par l'IA évidemment. Donc ce sont des systèmes informatiques qui sont par-dessus l'autopilote du robot et qui surveillent que tout se passe bien.
C'est un peu comme un superviseur, comme un ange gardien qui est dans le logiciel du robot et qui vérifie qu'il n'y a pas de déviation par rapport à la normalité d'usage du robot. C'est-à-dire, si c'est un robot agricole, il doit être dans le champ, il doit faire quelque chose Ouais. comme ça. Et on ne doit pas le retrouver dans un appartement, par exemple. Donc là, il y aurait une déviation statistique par rapport à la fonction initiale du robot agricole. Est-ce qu'il y a des Donc, obligations légales en matière de sécurité? Je sais pas, dans les Actes, par exemple, est-ce qu'on retrouve des choses qu'on peut appliquer à la cybersécurité? Ah, oui, dans les AI ouais, Act, il y a des choses sur l'IA, bien sûr. Et sur la robotique, c'est en train d'arriver parce que, évidemment, en Europe, on est un petit peu en retard là-dessus. On n'a pas encore cybersécurisé, enfin, on n'a pas encore réglementé l'usage des robots, mais ça ne saurait tarder, hein. Là, on peut être tout à fait confiant. L'Europe ne sera pas en retard sur la réglementation. je vous vois sourire d'un sourire coquin, Thierry. Oui, il y a déjà des obligations aujourd'hui sur les systèmes automatisés? Des obligations de Euh, cybersécurité? Pour moi, les limitations mentionnées dans l'IAC sont des cas d'usage de l'IA, Oui, pas c'est plus sur des cas spécialement. d'usage Tout finalement. à fait, c'est ça. Donc, On va élaborer un niveau de dangerosité de la mission qu'on va donner à l'IA. Et effectivement, vous parlez mais on de n'a pas la même chose robotique. que dans l'IoT où on a vraiment créé une réglementation sur la sécurité de ces objets connectés. On n'a pas l'équivalent aujourd'hui sur les systèmes intelligents. Au-delà de l'IAC, non, je pense. Ouais. Et ben voilà, work in Ouais, progress, hein, il y a des choses à faire encore. Oui, Thierry, vous le vouliez dire chantier est un encore mot? non, non, juste, le chantier est ouvert, hein, Oui, concernant la robotique c'est ça. encore. Mais il est en marche là aujourd'hui, hein. Bon, Et il sera collatéral de l'arrivée des robots chinois, notamment en Europe. Voilà, donc on attend que les robots chinois arrivent, quoi, si j'ai bien compris. c'est ça. Merci beaucoup Thierry Berthier d'avoir été connecté avec nous. Je rappelle que vous êtes Merci. enseignant-chercheur en IA et robotique et consultant. Et merci également à Adrien Merveille de chez Checkpoint d'avoir Avec été plaisir, avec merci. nous. On continue à parler de sécurité et d'intelligence artificielle. On va voir comment justement sécuriser toutes ces IA.